19h, heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici les sommaires. Lors du 53e Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine ce vendredi 25 juillet 2025, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a instruit de responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, afin de faire respecter la discipline des propriétés dans la capitale Kinshasa. Vous suivrez les détails dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. L'opposant Martin Fayulu a échangé ce vendredi 25 juillet 2025 avec les étudiants de l'Université libre de Kinshasa ULK en sigle autour du thème « La crise en RDC, cause, perspective d'avenir et rôle de la jeunesse ». Fayulu a fait un appel fort à l'engagement citoyen et il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le jeune d'assumer leur rôle dans la refondation du pays. Vous suivrez également dans la page rétrospective les nominations par ordonnance présidentielle des mandataires de l'administration publique, le procès Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et garde-sceau, accusé pour un détournement présumé des 19 millions de dollars américains destinés à la prison de Kisangani, et l'ouverture à la haute cour militaire du procès de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, poursuivi pour haute trahison, au crime de guerre, crime contre l'humanité et participation au mouvement insurrectionnel AFC M23. Mesdames, Messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'opposant Martin Fayulu a échangé ce vendredi 25 juillet avec les étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ILK en sigle, autour du thème « La crise en RDC, cause, perspective d'avenir et les rôles de la jeunesse ». Un appel fort à l'engagement citoyen. Dans une salle comble à l'ULK, Martin Fayulu a partagé sa vision du Congo et sa lecture de la crise actuelle. Pour lui, la jeunesse doit sortir de l'indifférence et devenir une force active dans le combat pour un état de droit. Il a insisté sur la nécessité pour le jeune d'assumer leur rôle dans la refondation du pays. Vous êtes l'espoir de demain. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, d'autres décideront à votre place. Fin de citation. Le débat a permis aux étudiants d'interroger l'ancien candidat à la présidentielle sur ses propositions concrètes, mais aussi de s'exprimer librement sur la situation socio-politique du pays. Martin Fayulu a clôturé son intervention en appelant à une jeunesse éveillée, critique et engagée, capable de porter les aspirations d'un Congo nouveau, réconcilié, uni et prospère. Le membre et partisan de l'UDPS du district de la Lukunga ont massivement répondu présent à une matinée politique à l'hôtel Africana Palace, axée sur l'analyse de récents accords signés entre la RDC, le Rwanda et les mouvements rebelles AFC M23. C'est dans une ambiance de réflexion et d'adhésion militante que les combattants de l'UDPS se sont rassemblés pour suivre une restitution détaillée sur deux événements diplomatiques majeurs, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington et la déclaration des principes entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha sous la médiation du Qatar. Parmi les orateurs, Prince Mukendi, combattant influent du parti présidentiel, a livré une lecture optimiste de la situation. Il n'y a que des avantages que nous pouvons retenir sur les désaccords. C'est la paix ainsi que la stabilité économique. Lorsqu'il y a la paix, il y a la stabilité économique. Pour ces combattants du premier rang, l'accord signé à Washington marque une étape cruciale. C'est une victoire diplomatique et un signe que la paix est possible. Quel est le message de la victoire diplomatique du chef de l'État? Parmi ces trois victoires, ce sont les accords signés le 27 juin aux États-Unis sur la paix, ainsi que l'accord de principe de Doha, et également sur les partenariats entre les États-Unis et la RDC dans le secteur minier. Il a par ailleurs salué la lucidité du président Félix Tshisekedi qu'il qualifie de stratège, soucieux du bien-être des Congolais et capable de démasquer l'ennemi qui a longtemps paralysé le pays.
Cette rencontre politique visait aussi à mobiliser la base, à sensibiliser l'opinion et à encourager l'unité nationale autour du chef de l'État dans ce tournant sécuritaire majeur. Dans une ambiance festive portée par fanfare et chants traditionnels, Jean-Pierre Passy-Zapamba a foulé la terre de ses ancêtres sous innovation populaire. Femmes, jeunes et notables se sont mobilisés pour l'accompagner dans une marche improvisée, exprimant leur attachement à l'un de leurs. Prenant la parole, l'élu des Popo Kabaka a transmis les salutations du chef de l'État Félix Tshisekedi, tout en rassurant la population sur la volonté du président de matérialiser les projets de développement dans la province du Kwango. Il a aussi salué l'accord des principes signé récemment à Doha comme un pas vers la paix. Moment fort de son séjour, l'inauguration du bâtiment de l'ISP Popo Kabaka, dont de l'honorable Jonathan Bialusuka, a suscité une vive émotion chez l'élu qui n'a pas manqué d'exécuter quelques pas de danse pour marquer sa joie. Il a aussi posé la première pierre de l'ISTEM Popo Kabaka et effectué une visite d'évaluation sur la RN16 dont l'état de dégradation préoccupe vivement. Malgré beaucoup d'obstacles, nous avons obtenu cette institution. Et comme nous l'avons obtenue, nous ne pouvons pas admettre que ceux qui s'occupent du corps humain puissent étudier dans de mauvaises conditions. Et donc nous créons l'environnement dans lequel ces enfants-là vont apprendre pour veiller à la santé des fils et des filles du territoire, non seulement de Popo Kabaka, mais de l'ensemble de la province du Kwango. Je suis sur la route nationale numéro 16, qui doit partir de Bukangalonzo jusqu'à Popo Kabaka pour traverser jusqu'à Kinvula. Il y a une société qui travaille là-dessus. Je veux bien qu'on puisse remblayer, je veux bien qu'on puisse mettre du sable. Mais quand madame la pluie arrive, voilà, ça sont les conséquences de la pluie. Il a appelé à une implication collective pour la réalisation des projets prioritaires dans la région. Le président de la République tient à ce que l'image de Kinshasa, miroir de notre pays, reflète l'ordre, la propreté et le sens de responsabilité. Conscient de l'importance d'un cadre de vie sain pour la santé et la dignité de nos concitoyens, il a rappelé avoir personnellement lancé, le 19 octobre 2020, le programme Kinshasa Bopeto, un projet ambitieux de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ces programmes, au-delà de son cadre local, devaient inspirer toutes les autres villes de la République. Cependant, force est de constater que les défis à relever dans les domaines de la salubrité demeurent immenses. Il y a là manifestement des raisons de prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'amélioration du cadre de vie des Kinshasa est une priorité qui appelle à un engagement sans relâche pour faire de notre capitale une ville propre, vivable et digne du prestige de notre nation. Dans cette perspective, il en a appelé à un sursaut d'orgueil collectif. La lutte pour un environnement propre ne saurait être l'apanage du seul gouvernement. Elle exige la mobilisation de tous, dirigeants comme citoyens. Il a engagé en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa, en collaboration avec le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, sous la coordination du vice-premier ministre de l'Intérieur, à prendre sans délai les mesures suivantes. Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves qui y sont inutilement stationnés.
Un rapport circonstancié assorti des propositions concrètes devra être présenté au Conseil des ministres dans un délai de 7 jours par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat. Les opérateurs économiques de l'Ituri réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC, en sigle, fustigent les actes de violence posés récemment à Iga-Barrière, Lopa, Nizi et environ par les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga et ceux de la Codeco. La FEC a perdu aussi les opérateurs économiques. Nos opérateurs économiques sont tombés victimes. Il y a eu des boutiques pillées au centre commercial de Lopa. À Nizi, il y a eu des tueries. Donc ça affecte négativement les activités commerciales. La FEC, comme les autres composantes à Ituri, demande aux belligérants de déposer les armes. À tous les jeunes de se désolidariser des groupes armés. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est la force de demain. Nous allons demander aux jeunes qui sont dans des mouvements de se désolidariser de ces mouvements. Ça ne leur apportera rien. Cette structure s'est dit être fière du partenariat qu'elle noue depuis plus de 4 ans avec les animateurs de l'état des sièges dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ça s'est fait voir. Avant l'état des sièges, notre ville n'était pas totalement asphaltée comme aujourd'hui. Ça se voit à Léini, la ville est asphaltée. Donc la ville a redonné une nouvelle image. Les bâtiments de gouvernorat, vous voyez, il y a un grand changement là-bas. Et si vous voyez l'atmosphère, c'est aussi très bien. Ça montre déjà qu'il y a une avancée significative dans notre partenariat. Et aussi, il y a des constructions. Il y a des constructions qui poussent comme des champignons. Ça se fait voir. Au-delà de toutes ces réalisations fournies par les contribuables congolais à travers la collaboration entre la FEC et l'administration militaire, les gouvernements centrales de la République démocratique du Congo financent ici à Bunia les travaux de la modernisation de l'aéroport Murongo et de l'université de Bunia. Ces grands projets vont permettre à cette province aurifère de booster son économie. Sous un ton unanime et de sérénité, ces étudiants inscrits dans différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire disent non à la recrudescence de violences armées en Ituri en général et en territoire de Djougou en particulier. Je suis d'abord juriste, je ne peux pas soutenir ça. Pour prendre le pouvoir, il y a un devoir légal qu'on doit suivre. Ce n'est pas par les armes. Nous déplorons vraiment cette situation, parce que ça gangrène notre pays. J'aimerais juste interpeller la jeunesse qui s'est bien décidé de prendre l'arme. Ces choix, ce n'est pas un choix judicieux. Nous sommes informés de la situation de l'autre côté. Malheureusement, c'est la population qui a peur le plus. Le corps scientifique dans cette province appelle les groupes armés à déposer sans condition les armes. Entre-temps, le gouvernement est appelé à imposer la paix au travers des opérations militaires de grande envergure contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Je crois qu'il faut fournir l'équipement qu'il faut à la FARDC. Nous, en tant que parents, en tant que responsables, nous allons seulement leur demander de déposer les armes et qu'ils puissent chercher plutôt le bien-être de leur communauté et de différentes communautés. Nous interpellons directement notre gouvernement congolais, ici représenté dans la province de l'Ituri par le gouverneur militaire, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin le plus tôt possible à cette rébellion des CRP qui menace aujourd'hui la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Ces différents appels d'opposition à la violence armée en territoire de Djougou interviennent après ceux de taximens, motos, jeunes et autres couches sociales. Obtempérés à tous, renforceront sans doute la vision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en Ituri. Et c'est le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui matérialise cette vision.
L'accident meurtrier du mardi 22 juillet sur le tronçon Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, continue de susciter d'indignation et appelle à l'action. Blanchard Ipipo, chef coutumier du village Vundamukilango, a interpellé les autorités nationales et provinciales, exigeant des mesures rigoureuses pour mettre fin à cette série noire de drames routiers. Bon, Makamango, où ils ont ça la commune de Mongafula, précisément à Wenza Matadi-Kibala. Et pas dans la zone ils ont négligence. Ce qui se passe à Matadi-Kibala, c'est de la négligence pire de la part des autorités municipales, provinciales et même centrales. On ne peut pas tolérer que chaque année, des vies soient perdues à cause d'un désordre urbain évitable. La présence anarchique du marché improvisé en pleine descente de Mongafula, il est urgent de relocaliser ces marchés dans un endroit sécurisé, tout en assurant un dispositif policier permanent pour éviter que le marchand ne revienne occuper les abords de la route. Pour que maman bazala kaka na kati ya wenze babima na balabala te. Face aux rumeurs attribuant le mort à des causes mystiques ou à des supposés conflits coutumiers, le chef Ipipo a tenu à rejeter fermement toute thèse de superstition, appelant plutôt à une lecture rationnelle de faits et à la responsabilité des autorités. Chef coutumier azarape mutaba gris. Chef coutumier azamuto azana atonisami na pouvoir ancestral. Les chefs coutumiers ne tuent pas. Au contraire, nous sommes là pour protéger la population. Ces accusations sont sans fondement. Pour mémoire, un camion ben chargé de caillasses en provenance du Congo central a percuté plusieurs véhicules légers, causant la mort de plus de 6 personnes et faisant de nombreux blessés graves. Ces drames relancent la question de la sécurisation du trafic sur cet axe à forte densité, régulièrement endeuillé par des accidents évitables. Il est plus que temps que l'autorité urbaine de Kinshasa impose la fermeté de la loi dans cette zone, en régulant la circulation de poids lourds, en améliorant l'infrastructure et en contrôlant le véhicule Vestus. L'opposant Martin Fayulu serait-il le premier ministre du gouvernement d'Union nationale? L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 a dissipé tout mal attendu. Pour lui, le pays traverse une crise profonde. Le dialogue inclusif s'avère nécessaire. Et si les résolutions sont prises à l'issue de ces dialogues, j'y adhérerai, a-t-il indiqué. Je suis congolais. Le pays a des difficultés énormes. Nous devons aller au dialogue. Nous devons aller au dialogue. Si au dialogue, il y a des résolutions qui sont prises au dialogue, il faut être clair, et je participerai à la prise de ces résolutions et j'accepterai parce que nous avons dit les préalables. Quand vous allez au dialogue, il faut dire que toutes les résolutions qui sortiront là-bas, nous allons les accepter, à moins, si vous dites que vous vous excluez, vous vous excluez. Pour Fayulu, le président Félix Tshisekedi veut le dialogue. Il attendait avant de déclencher ce processus la signature de l'accord de Washington et la déclaration de Doha. Il veut le dialogue, et il m'a dit qu'il voulait le dialogue, mais il avait un problème, c'était avec les évêques catholiques qui posaient problème, et je lui ai dit que les raisons qu'il me donnait, je trouvais qu'elles n'étaient pas suffisantes pour récuser les évêques. C'est comme ça qu'il les a reçus pour qu'ils se comprennent. Et je crois qu'ils se sont compris. Il a mis une équipe en place qui travaille avec l'équipe de la CENCO et des DCC. Donc maintenant, l'intime conviction, je crois qu'il veut le dialogue. Mais pour être franc, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi attendait le raccord de Washington et celui de Doha pour avancer. Dialogue inclusif, oui. Fayulu préconise de ne pas donner un quelconque prétexte car pour lui, ce dialogue sera celui de la vérité et de la cohésion nationale. Le problème, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Chacun doit venir. C'est pour cela que nous avons appelé cela le dialogue de la vérité
de la réconciliation et de la cohésion nationale. Il faut noter que, d'après le leader de la coalition Lamuka, seule la tenue d'un dialogue national inclusif et transparent peut permettre à la République démocratique du Congo de sortir de la crise politique actuelle. Il a été à Doha, au Qatar, en tant qu'un des envoyés de Kinshasa pour participer aux discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation qatari. Le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, s'est exprimé sur la question de la restauration de l'autorité de l'État telle qu'inscrite dans la déclaration de principe. Seul l'accord de paix va détailler et décliner les processus de la restauration de l'autorité de l'État, a-t-il indiqué. Il va falloir redéployer toute cette administration et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions et mécanismes soient pris. Et il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus. Le VPM Chabani a mis un accent particulier sur l'échange des prisonniers entre Kinshasa et l'AFC M23 dans le cadre des mesures de confiance. Il pourra s'agir par exemple de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons par exemple que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Il ne suffit pas d'identifier les causes profondes, il faut mettre fin à celles-ci. Pour mettre fin à ce cycle d'insécurité qui se répète, nous analyserons ensemble toutes ces causes-là, et nous sommes déjà en train de les analyser. Le fait d'avoir réussi à aujourd'hui identifier l'un des acteurs majeurs, le Rwanda, qui est une des causes profondes de l'insécurité en République démocratique du Congo, c'est des avancées. Maintenant, il ne suffit pas d'identifier les causes profondes, il faut mettre fin à ces causes profondes. Notons que les deux parties se sont engagées à appliquer immédiatement les dispositions de la déclaration de principe, au plus tard le 29 juillet 2025, et à entamer les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août, avec une signature prévue d'ici 18 août 2025. La signature de la déclaration de principe à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 le 19 juillet 2025 représentait un tournant espéré vers la fin des hostilités à l'est de la République. Pourtant, les affrontements persistants observés à Walikale, Fizi ou encore Pinga posent de sérieuses questions sur la mise en œuvre réelle des engagements pris. La déclaration engage théoriquement les deux parties à un cessez-le-feu permanent et à éviter toute modification des positions par la force. Cependant, la poursuite des hostilités montre que les chaînes de commandement, surtout du côté des groupes armés alliés Wazalendo, Twirwaneho, ne sont ni unifiées ni disciplinés. Cela soulève les problèmes de la maîtrise des forces supplétives dont certaines n'ont pas pris part aux discussions à Doha. L'accord de Doha n'inclut pas formellement des groupes comme Twirwaneho ou Wazalendo, pourtant actifs sur le terrain. Même si la déclaration stipule que les cessez-le-feu concerne toutes les forces impliquées, l'absence de leur engagement direct constitue une faille. Un accord de paix efficace en RDC doit impérativement s'appuyer sur une approche inclusive, prenant en compte la mosaïque des groupes armés, leur motivation locale, ethnique ou encore communautaire. Le rôle du médiateur devient central. Le Qatar et l'Union africaine devront aller au-delà de la signature symbolique d'un texte pour garantir un mécanisme de suivi, de vérification et de sanctions de violation. Sans cela, la médiation risque de perdre toute crédibilité. Les médiateurs doivent aussi intégrer les communautés locales, les autorités coutumières et les acteurs civils dans le suivi du processus. La paix en RDC ne se décrète pas dans les salons diplomatiques, elle se construit dans les villages à Walikale, à Fizi, à Massissi. La déclaration de Doha est une ouverture, mais elle ne peut être un aboutissement
sans une inclusion réelle, une surveillance internationale rigoureuse et une volonté politique partagée, elle risque de rejoindre la longue liste des accords non respectés. Je crois que c'est un échec planifié parce que ce n'est pas normal. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on continue à se battre. Et ce que nous venons de vivre récemment, donc pendant une semaine du 13 jusqu'au 20, ce sont des affrontements où on tue des civils. Et là, nous sommes en train de voir clairement des personnes, des militaires, se rabattent sur les civils avec des pillages, avec tout ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, des dégâts, des déplacements, et on ne comprend plus. Donc nous croyons qu'il y a une irresponsabilité totale du gouvernement, mais surtout du gouverneur militaire qui ne parvient pas à gérer la situation. On ne peut pas tolérer que nos éléments des forces armées puissent se rabattre sur les civils, que nos éléments puissent tuer la population, que nos éléments puissent piller la population. Ça, on ne peut pas accepter. Donc il faut qu'il y ait cette mission sur le terrain, qu'on puisse confirmer, mais il faut aussi que la justice puisse se saisir. Et déjà du fait qu'il y a eu des atrocités pendant presque 10 jours sur le terrain, et il y a eu mort d'hommes, des pillages, des déplacements massifs, ce sont des indicateurs clés qui démontrent que le gouverneur militaire qui est là depuis 2021 ne veut pas remettre la paix, mais c'est quelqu'un qui a d'autres ambitions, qui a d'autres agendas. C'est comme ça que nous venons de déposer d'ailleurs une demande de mission d'enquête à l'Assemblée nationale pour qu'on aille voir, enquêter, parce que des allégations qui nous sont parvenues font état des personnes qui ont été tuées par des éléments de la force nationale, donc de la force républicaine. Bon, il faut dire clairement que cet accord a quand même stabilisé la région, parce que les indicateurs sont là. On voit quand même le retour de la population dans les territoires d'Irumu, mais aussi quand vous voyez aujourd'hui l'axe Bunia et Ringeti, en passant par Commande jusqu'au Beni, cet axe est réouvert à la circulation et il y a la marchandise qui circule normalement. Donc il y a quand même un point positif par rapport à ça, parce que nous avions soutenu ces opérations compte tenu de la présence des rebelles ougandais qui opèrent à partir du territoire congolais, les ADF, et aujourd'hui ces opérations sont en train de s'étendre. Et nous, on aurait voulu effectivement qu'il y ait une réalité d'opération qui profite à la population entre l'Ouganda et le Congo. Donc il faut que les deux troupes soient vraiment jointes pour qu'il y ait des résultats concrets dans les opérations qui sont menées sur le terrain. C'est une série d'ordonnances lues sur la chaîne nationale par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. À l'issue de ces ordonnances, André Wameso Kwaloki a été nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il remplace Madame Malangu Kabedi, nommée présidente du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo. D'après la même ordonnance, André Niembwe Musungai a été nommé directeur des cabinets adjoints du président Félix Tshisekedi en charge des questions économiques et financières. Notons qu'André Niembwe occupait depuis mars la fonction de conseiller principal chargé des questions économiques, financières, du commerce extérieur et du portefeuille. Proche du cercle de l'église Philadelphie, le pasteur Mehdi Vedeso Waikwa a également été nommé chargé des missions en charge des analyses stratégiques et les gendres du pasteur Roland Dallot ayant épousé sa fille Juan Dallot. Cette nomination s'inscrit dans la continuité d'un style de gouvernance marqué par les recours réguliers à des figures issues des milieux religieux proches du pouvoir. Ces nominations et plusieurs autres ont été rendues publiques ce mercredi 23 juillet 2025 à la télévision nationale, la RTNC. Siégeant en matière répressive dans l'affaire opposant le ministère public à l'ancien ministre d'État de la Justice et garde-sceaux, Maître Constant Mutamba, accusé de détournement de plus de 19 millions de dollars américains, la Cour de cassation a poursuivi sa deuxième audience ce mercredi 23 juillet 2025. Déclarée ouverte avec toute la composante, l'audience de ce jour a connu la participation du prévenu Mutamba, accompagné de ses avocats qui ont, dès l'entame, révoqué 2 exceptions déclarées recevables, mais non fondées par la Chambre en saisie. Dit sans objet cette exception, on sait qu'elle avait été vidée à l'occasion de l'examen de sa saisine à l'audience précitée.
Le ministère public, dans son instruction, a posé la question au prévenu Mutamba de savoir si ces derniers reconnaissaient avoir détourné 19 millions de dollars américains alloués pour la construction de la prison de Kisangani. Souriant, l'ancien garde-sceau a répondu en ces termes. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Je vous demande, Monsieur le Président, de demander au greffier daté. D'accord. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Constant Mutamba, poursuivi pour détournement des deniers publics, a réagi à une série de questions du juge, face auxquelles Maître Henry, avocat du collectif de la partie prévenue, a estimé que leur client serait rétabli dans ses droits eu égard aux faits étayés. De ce qui précède, notre client sera vainqueur à travers les arguments qu'il est en train de fournir à la justice. Mais au stade actuel, nous ne pouvons pas opiner pour l'instant parce que les dossiers encore pendant et en cours. Nous ne pouvons pas opiner de la décision ou de l'arrêt qui pouvait intervenir à la fin du procès. L'audience de ce jour marque donc les véritables débuts de l'instruction judiciaire avec l'audition du prévenu, l'examen des pièces à conviction, les confrontations éventuelles et les témoignages à venir. Si la culpabilité de l'ancien ministre est établie, il pourrait être condamné à de lourdes peines, assorties des réparations financières au profit de l'État congolais ou acquitté dans les cas contraires, une fois reconnu non coupable. L'opinion publique suit de près ces procès à fort enjeu politique et symbolique dans un contexte marqué par des appels à plus de transparence dans la gestion des finances publiques. La Haute Cour militaire de Kinshasa a ouvert ce vendredi 25 juillet 2025 une audience opposant le ministère public et l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, complot et participation à un mouvement insurrectionnel. Absent dans la salle d'audience, le ministère public a demandé que le prévenu Joseph Kabila soit jugé par défaut. Cela a conduit le ministre d'État de la Justice intérimaire, Maître Samuel Mbemba, à souligner que le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la Haute Cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Pour sa part, la partie civile, après s'être constituée, a sollicité une remise afin de compulser les pièces du dossier et préparer sa défense. Mais parce que vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. On ne peut pas venir directement sans pourtant prendre connaissance des éléments des pièces du dossier. Vous commencez à plaider et demain matin, il y aura un jugement. Nous devons prendre connaissance, nous imprégner du dossier avant de pouvoir poser nos actes en tant qu'avocat. En tant que praticien du droit et observateur, Maître Clément Mouzakaïmbe a estimé que poursuivre l'ancien chef de l'État témoigne d'un basculement dans la culture de l'impunité qui a longtemps caractérisé la vie publique congolaise. Le pays est en danger. Et donc, la justice, dans ce pays, doit être l'instrument du droit. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà, on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi, mais pensons à la République démocratique de demain. Au pouvoir de 2001 à 2018, Joseph Kabila se trouve aujourd'hui sur les bancs des accusés suite à l'injonction donnée par l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba Tungunga. À l'issue d'une bataille institutionnelle sans précédent, le Sénat congolais a levé le 22 mai dernier les immunités parlementaires de Joseph Kabila, ouvrant ainsi la voie à une procédure pénale inédite contre celui qui fut longtemps considéré comme intouchable.
Renvoyée au 31 juillet 2025, l'affaire mettant en cause l'ancien président de la République, Joseph Kabila, reste pour la plupart des Congolais un procès qui pourrait constituer la fin de l'impunité des élites politiques. Cette circulaire du ministère de l'Éducation nationale a suscité une vive polémique. Elle est réfutée par plusieurs organismes qui militent pour l'éducation des enfants. La récente mesure du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté visant à maintenir les filles enceintes dans les circuits scolaires est loin de trouver l'unanimité dans le paysage éducatif congolais. Ces référents aux accords établis entre l'État congolais et la Conférence épiscopale nationale du Congo, les écoles catholiques ont rejeté la directive sur la scolarisation des filles enceintes. Cette prise de position met en lumière un clivage récurrent entre les normes de l'État et les valeurs religieuses. Du côté gouvernement congolais, Patrick Mouyaya appelle au maintien des filles enceintes à l'école, dénonçant une discrimination institutionnalisée qu'il appelle à éradiquer. Et qu'on ne peut pas, en aucun cas, penser exclure une jeune fille parce que elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Une décision mal accueillie par la Lisadel via son président Joseph Kayembe qui parle d'une légèreté dans un contexte où le système éducatif est déjà menacé. Cette décision a été très mal accueillie par la Lisadel. Donc prendre une pareille décision dans le contexte actuel où l'État congolais, le système éducatif a beaucoup de problèmes, je crois que c'est une légèreté. Cette décision de la ministre de l'Éducation nationale vient vulgariser la culture de sexe chez les jeunes filles alors que les milieux scolaires demeurent un milieu purement éducatif. Quand l'enfant va à l'école, c'est pour bénéficier de la formation. La formation est pour qu'il soit utile pour la République. À l'école, on ne gère pas le sexe à l'école. À l'école, on forme les enfants. Les enfants sont censés ne pas connaître le problème de sexe. Si l'enfant arrive à connaître le problème de sexe, c'est un enfant qui est victime qu'on doit mettre en dehors du système pour ne pas détruire. Et les prêtres ont raison. Le gouvernement de la RDC appelle à une mobilisation nationale pour garantir à toutes les filles congolaises, sans distinction, les droits à l'éducation, même en cas de grossesse. Il ne s'agit pas de banaliser les grossesses précoces, mais de faire de l'école un espace de réparation, d'espoir et de seconde chance, et non un lieu de stigmatisation. Le projet d'aller en Kamba est venu à partir de 2024, quand notre frère, le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbankiangani, a lancé l'appel pour que nous puissions tous rentrer en Kamba. C'était le 8 juillet 2024. Et suite à cet appel, nous avons répondu positivement. Et nous avons écrit à notre frère pour que, au mois d'octobre déjà, nous avons proposé qu'ils nous disent quand est-ce que nous pouvons venir pour le rencontrer. Et malgré les appels que nous avons faits, nous n'avons pas reçu de réponse. Et quand nous nous sommes rapprochés du 8 juillet 2025 de cette année donc, on s'était dit qu'une année, c'est quand même beaucoup depuis l'appel a été lancé, surtout que auprès de certaines personnes, il apparaissait que c'est nous qui étions contre cette rencontre-là parce que on n'a pas fait suite. Alors, c'est pour cela que nous avons entamé la démarche actuelle et nous avons proposé que nous puissions venir en Kamba le 8 juillet. Mais vu que la date était quand même assez proche du moment choisi, c'est pourquoi on a dit on va repousser un peu plus pour qu'on donne le temps à Papa Simon et à tous les frères qui sont en Kamba de s'organiser pour nous recevoir toujours dans le cadre familial. C'est pour cela que nous avons proposé la date du 29 juillet qui est significative pour nous parce que c'est cette date-là principalement qui a connu l'accident de Papa Diangenda. Étant donné qu'on n'a pas reçu de réponse, on s'est dit, puisqu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il y consent. Parce qu'on dit qui ne dit mot, consent.
Donc on considère qu'on était d'accord sur le principe. C'est pourquoi c'est cette date du 29 qui a été arrêtée et c'est en cette date du 29 que nous irons en Kamba pacifiquement. Ça veut dire que ce n'est que nous, la famille, les petits-enfants de Papa Simon Kimbangu, des deux lignées qui sont localisées d'Yangenda, qui sommes à Monkoto, qui allons nous déplacer pour rencontrer notre frère dans un cadre strictement familial pour pouvoir parler, régler certains problèmes qui nous touchent parce que c'est parti de la descendance de Papa Simon Kimbangu et ça a affecté l'Église après. Donc c'est pourquoi on veut reconstruire, rebâtir cette relation en partant de nos liens de famille d'abord et le reste on verra après. Depuis 2022, le marché Matadi Kibala a une mauvaise réputation. Il connaît des tragédies entraînant des pertes en vies humaines et des accidents mortels. Dans la matinée de ce mardi 22 juillet 2025, un camion transportant des cailloux en provenance de la province du Congo central a terminé sa course au marché Matadi Kibala sur la route nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula. En perte de contrôle, le véhicule a percuté plusieurs autres engins et a fauché des vendeurs installés le long de la route, causant la mort d'au moins 4 personnes sur les coups ainsi qu'une dizaine de blessés. Présent sur les lieux du drame, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lombo, a relaté le fait tel qui se sont déroulés sur les terrains. Il y a un véhicule Ben en provenance du Congo central avec la caillasse. Je pense que c'est 30 tonnes de marque chinoise qui a percuté sur son passage plusieurs véhicules et a fini sa course à l'intérieur du camp EPEM. Vous savez que le marché Matadi Kibala a été délocalisé au camp EPEM et de là, 4 citoyens ont perdu la vie et une dizaine de blessés. Le tronçon de Matadi Kibala est connu pour son activité commerciale intense. Séverin Lombo appelle les agents de sécurité à bien travailler en mettant de l'ordre dans leur secteur. Aux agents de sécurité ou de l'ordre, ils doivent continuer à bien travailler, en commençant par la police de circulation routière, parce que la route nationale numéro 1 n'est pas une rue. Et le comportement doit être différent des comportements des gens qui vivent à l'intérieur de nos quartiers. Alors que le gouvernement s'efforce de déloger tous ceux qui habitent sur les emprises publiques, ces nouveaux drames mettent une fois de plus en lumière les risques liés à l'occupation anarchique de routes. Malgré les promesses faites par le pouvoir central concernant sa politique de construction et de réhabilitation des artères dans la ville de Kinshasa, plusieurs axes présentent encore des difficultés de finition. C'est le cas de l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa, entre l'avenue Kabinda et la paroisse Saint-Pierre, où les eaux stagnent sur la chaussée. Les caniveaux sont entièrement bouchés et les eaux ne savent où se diriger. Cette situation rend la mobilité très difficile et expose les habitants à de divers risques. Selon un riverain, le travaux en cours sur l'avenue Kabinda serait à l'origine de cette situation. Ça fait un grand temps et ça caboule. Nous en avons marre de cette situation. Ils étaient venus nous dire qu'ils étaient en train d'exécuter les travaux sur Kabinda. Mais depuis lors, rien ne fonctionne. Les gens ont du mal à traverser. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour vendre nos produits. Là où nous sommes, les caniveaux sont bouchés et personne n'en parle. Ils exécutent des travaux et ensuite ils abandonnent. Il y a un risque que cette année se termine sans que ces travaux ne soient achevés. La responsabilité n'incombe pas seulement à ceux qui exécutent les travaux, mais également au président de la République. C'est l'interpellation de cette dame. C'est notre route principale, mais regardez dans quel état elle se trouve. Les eaux traînent ça et là et c'est une saleté insupportable. Ici, les gens tombent et ça nous fait rire, bien que cela soit dérangeant. Je demande au président de la République de trouver une solution pour nous. Comment peut-on l'accueillir dans cet état une fois qu'il emprunte cette route? Il est important
que les entreprises qui réalisent les travaux dans ces coins de la capitale puissent accélérer leurs activités, car on constate une lenteur de leur part.